Quand vous vivez trop longtemps à côté d'une poubelle, vous n'en ressentez plus l'odeur. Vous devenez immunisé à la puanteur. Ça devient normal pour vous. Je ne sais pas si vous avez expérimenté un rat mort dans votre maison. Un rat ou une souris. Qu'est-ce qui se passe? Au départ, vous sentez l'odeur quand le rat commence à pourrir, n'est-ce pas? Mais avec très peu de temps, vous ne sentez plus l'odeur du tout. Il faudrait que votre sœur ou votre frère ou un parent vienne d'ailleurs, d'une autre chambre peut-être, rentre dans votre chambre et sente l'odeur pour en faire mention. Ou peut-être que vous sortiez aller faire un tour quelque part, à votre retour, alors là, vous sentez l'odeur, vous dites, ça, c'est une odeur pestilentielle. Sinon, vous n'en sentez pas. Si vous vivez trop longtemps à côté d'une poubelle, vous ne sentez plus l'odeur. Ceci est valide dans beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement sur le plan pratique directement de l'odeur, c'est aussi en cas de mentalité. Vous grandissez dans un milieu où les gens insultent, racontent des bêtises, aucune différence entre docteur, ingénieur, médecin, tout le monde c'est dans la même bêtise, vous n'en sentez plus l'odeur. Vous pensez que tout le monde est égal à ça. Au Nigeria, il y a un truc très intéressant qui se passe, les amis. Les gens sont tués chaque jour. Ils sont généralement chrétiens. 200 personnes ont été tuées lors d'une attaque coordonnée menée par des hommes armés dans plusieurs États hier. Et je pense qu'il est très important d'en parler. Il faut rappeler leur mémoire. Il faut rappeler ces situations. Parce que beaucoup de personnes semblent s'accoutumer. C'est l'odeur qu'on ne sent plus. Okay? On est habitué à cette odeur. On vit à côté de la poubelle, ça devient normal. On peut pas normaliser les décès à cette ampleur. Ça n'a aucun sens. Pourquoi ont-ils été tués? Parce qu'ils sont chrétiens. Simplement. Les enlèvements en masse se poursuivent. Plus de 150 fidèles ont été kidnappés des églises et c'est incohérent. Je pense qu'il faut en parler. Vous savez, récemment, Trump a fait cet avertissement disant si le gouvernement nigérien ne faisait absolument rien, pour résorber cette histoire concernant les chrétiens, les États-Unis d'Amérique viendra gun blazing, pour trouver une solution brutale à cette situation. Qu'est-ce qu'on a dit? C'était un tollé général. Les gens se sont fâchés disant que les États-Unis d'Amérique cherchaient des alibis pour aller se présenter et piller carrément le pays. Ils étaient sponsors eux-mêmes du terroriste et tout le bazar. Mais bon, beaucoup ne comprennent pas que les États-Unis, c'est pas un groupe immobile. Les États-Unis, il y a les démocrates, il y a les républicains, chacun a sa politique. Oui, d'accord, les démocrates ont sponsorisé beaucoup d'histoires qui auraient favorisé ce transfert d'argent entre les mains de Boko Haram et tout le bazar. 697 millions de dollars par an, sans compter les transferts d'argent liquide, les madrasas, l'EI, Al-Qaïda, Boko Haram, l'EI Khorasan et les camps d'entraînement terroristes. Voilà ce que cela finance. Mais Trump, clairement, est celui à travers lequel cette information est sortie. Donc, les États-Unis auraient sponsorisé les Boko Haram. Mais ce sont les mêmes Américains qui vous informent disant que nous avons sponsorisé Boko Haram. Parce que s'ils n'avaient pas dit ça pendant leur sit-down au Sénat, le monde n'aurait jamais su que c'est eux qui sponsorisaient. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie des États-Unis qui voulait mettre à nu une autre partie des États-Unis qui aurait sponsorisé cette histoire. Et cette partie des États-Unis qui met à nu l'autre partie, c'est la partie de Trump, qui a demandé de partir agir au Nigeria. Beaucoup de gens ici, les Africains, oh non, ce sont les alibis. Est-ce que vous pensez que les Américains s'inquiètent pour les chrétiens africains? Bah, écoutez, c'est peut-être vrai qu'ils s'inquiètent pas. Mais pourquoi on leur donne des raisons d'avoir des alibis de venir? Pourquoi le Nigeria ne fait absolument rien pour le défendre? Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués. C'est l'odeur du rat qu'on ne sent plus. Les gens meurent. C'est un peu comme les médecins et les infirmiers. Ou ceux-là qui préparent les morts hygiéniquement. Comment on les appelle? Ils sont immunisés à ces sentiments. Je pense qu'ils sont immunisés à ces sentiments. Sinon, ce serait très difficile de faire leur travail. N'est-ce pas? Il faut s'y habituer. Et c'est ça, les gens se sont habitués à la bêtise. C'est une bêtise à laquelle on s'habitue. Bon, je vous informe aussi, si vous ne le savez pas, qu'il y a des militaires américains déjà au Nigeria. Bizarrement, malgré leur pushback, ils ont finalement accepté d'accueillir des militaires, des soldats américains sur le sol nigérien. Représente-t-il un répit, enfin, pour ces chrétiens? Sont-ils seulement ceux qui sont tués, les chrétiens? Absolument pas. Il y a aussi les musulmans tués. Mais ces musulmans sont les musulmans qui acceptent des chrétiens. Les gens qui nous ont attaqués, on ne les connaît pas. Ils ont pris d'assaut notre maison et on a entendu des coups de feu. On est allé à son magasin et ils ont trouvé mon fils là-bas. Il les a suppliés, mais les bandits ont dit « Non, on n'épargnera personne ». Ils l'ont tué. Ceux qui tuent les chrétiens sont des musulmans avec une version compliquée de l'islam. Une version que personne ne comprend. Donc, c'est au-delà de la religion. Bref.
La présence américaine était-elle nécessaire? En tout cas, les Américains sont là. Et regardez où sont. Ça, c'est le Nigeria. Regardez sur la carte, il y a à côté le Niger, il y a le Burkina Faso, le Mali. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan géopolitique pour l'instant. Ils veulent reprendre leur position sur le plan politique. Ils veulent reprendre leur position sur le plan géographique, puisqu'il y a des Russes là. Sont-ils là pour les minéraux? On ne sait pas. Vont-ils prendre les minéraux? Absolument, si vous leur donnez une opportunité. Maintenant, les Africains doivent faire quelque chose par rapport à ça. Alors, on va parler ici d'une personne très intéressante, le fils de Mohamed Kadhafi qui vient d'être tué, qui s'appelle Saïf al-Islam, fils biologique de Mohamed Kadhafi, qui s'était présenté aux élections en 2021. Pourquoi il a été tué? Évidemment, monsieur a une influence forte en Libye, parce que, naturellement, beaucoup de personnes en le voyant avaient cette nostalgie de son père. C'est normal, vous remarquez souvent les présidents de républiques dans beaucoup de pays africains, même s'ils n'étaient pas essentiellement des gens bien, quand ils sont plus, et qu'il y a leurs enfants, leurs fils surtout, il y a cette nostalgie, les gens revoient un peu, estiment ou exploitent un peu mentalement la représence du président qui est déjà parti. Donc c'est la même histoire qui s'est passée en Libye. Beaucoup de gens soutenaient Saïf al-Islam, Kadhafi, espérant qu'il redevienne Kadhafi dans le futur. Il s'est présenté aux élections en 2021. Malheureusement, les élections n'ont jamais eu lieu jusqu'alors. Le pays est en lambeaux, le pays a été complètement détruit pour beaucoup de raisons. Alors, Saïf al-Islam s'est officiellement inscrit comme candidat aux élections présidentielles libyennes prévues en 2021. Il est apparu en public pour la première fois depuis les années, vêtu en vêtements traditionnels pour signer le document de candidature. Sa candidature était controversée, évidemment, car il était recherché par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre présumés. Présumés, s'il vous plaît. Il avait été condamné en contumace par un tribunal libyen en 2015. Une condamnation ensuite contestée. Des factions rivales s'opposaient fermement à son retour sur la scène politique. C'est ça. Donc, on ne voulait plus de lui. Alors, pourquoi ne s'est-il pas présenté? La commission électorale libyenne l'a initialement disqualifié. Un tribunal l'a ensuite réintégré, mais l'élection elle-même a échoué en raison de conflits politiques entre les fractions. Il n'a jamais réellement eu l'occasion de faire campagne ou de concourir. Mais c'est une personne qui avait les potentiels, les capacités de pouvoir remplacer son père. En tout cas, sur le plan figuré. Alors, pourquoi on n'a pas voulu de lui? On n'a pas voulu de lui parce que monsieur était le fils de Kadhafi. Kadhafi, c'est qui? C'était cet homme ici. C'était un homme qui n'était pas démocratique du tout, mais qui a fait beaucoup pour son peuple. Mohamed Kadhafi a créé un pays, un environnement où, quand des jeunes se mariaient, on leur donnait un appartement gratos. Un environnement où, quand ces jeunes avaient leur premier enfant, le gouvernement leur accordait $5,000. On leur donnait $5,000 pour continuer la vie. Quel bonheur. Ok. C'était un environnement où à chaque fois que le pays vendait le pétrole à l'étranger, chaque citoyen libyen bénéficiait d'un pourcentage de cette vente. Chaque personne bénéficiait. C'est pas comme chez vous où le directeur de machin achète des villas, les politiciens construisent des immeubles pendant que les gens périssent et vivent dans la misère, la galère, la trière, la peine. Je sais pas comment on peut être un peuple, ça me dépasse. Ça me dépasse. Kadhafi a créé un pays incroyable. À l'époque, le plus grand projet d'irrigation sur Terre. Regardez la Libye. Sèche comme tout. Ok? Mais à l'époque, Kadhafi a importé de l'eau venant de l'océan. Pourquoi? Pour créer cet environnement fertile. Et en cela encourageant le peuple dans l'agriculture. Chaque citoyen désirant se lancer dans l'agriculture était soutenu par le gouvernement. C'est-à-dire, on lui accordait financement, machinerie et entraînement. Coaching, c'est-à-dire une personne expérimentée, un mentor, viendrait vous aider à développer votre industrie de agriculture. Et vous payerez l'argent quand vous désirez. C'était ça le Kadhafi, le dictateur. Oui, le dictateur. C'est comme ça qu'on l'appelait, non? Dictateur. Dans la dictature de Kadhafi, à chaque fois qu'une personne libyenne était malade, elle était soutenue par le gouvernement. Et si sa maladie nécessitait de l'aide venant de l'extérieur, c'est-à-dire un traitement au Japon par exemple, le gouvernement disponibilisait l'argent et les fonds nécessaires pour envoyer la personne au Japon, pour se faire soigner. C'était ça, la dictature de Mohamed Kadhafi. Il a été accusé de dictature, de tuerie, machin histoire. Pourquoi? Parce que monsieur a révélé au monde que la démocratie n'était pas le seul système qui fonctionne. C'est ça l'impression qu'on veut vous donner. La démocratie est le seul moyen de fonctionner, mais cette démocratie n'est pas légitime. Alors, Sarkozy et ses amis Obama et Hillary Clinton ont manigancé les histoires, sont partis bombarder son palais, ils ont emmené des djihadistes ou des combattants de la liberté à l'époque, voilà comment on les appelait, combattants de la liberté, et la Libye s'est transformée en enfer depuis lors.
C'est donc ça, je pense qu'il est important de rappeler la mémoire de ce grand homme qui a fait beaucoup pour l'Afrique. Mohamed Kadhafi a joué un rôle très important. Vous savez, à l'époque, l'Afrique n'avait pas de satellite de télécommunication. Vous le savez, à l'époque, les appels coûtaient très cher. Pourquoi? Parce que voilà, pour faire un appel venant de votre chambre, pour aller dans la chambre d'à côté, votre appel devrait être routé vers l'Europe, satellite européen, pour repartir en Afrique. Donc imaginez, vous appelez depuis l'Afrique, ça va en Europe, et puis de l'Europe, ça rentre chez vous. Ça coûtait trop cher. Moi, je me souviens, dans les années 90, c'était très difficile. À l'époque, dans l'un des pays où je vivais, avoir un téléphone portable, c'était un statut social. C'était réservé aux gens grands, aux commerçants, réservé aux agents de renseignement, oui, des agents politiques et tout ça. C'était pas pour n'importe qui. Je me souviens d'ailleurs, une fois, j'ai appelé un monsieur avec qui on était amis à l'époque, pour dire bonjour, puisque ma mère avait finalement acheté un téléphone portable, téléphone avec grande antenne, là, c'était comme ça, un grand antenne. Ouais. J'ai appelé au téléphone. Hey, salut mon pote, comment tu vas? Il répond, ah, ça va très bien et toi? J'entends sa mère à l'autre côté du téléphone disant, c'est qui? Le monsieur dit, c'est Zach. Zach? Lui aussi, il a un téléphone. Lui aussi, il a un téléphone. Ah, ça m'a fait mal au cœur. Non, on ne peut pas avoir de téléphone. Ah, non, la vie. Bref, c'était ça. Parce que c'était difficile. À l'époque, l'Afrique payait 400 millions de dollars par an pour le téléphone, par an ou par mois, je sais plus, pour le téléphone. 400 millions de dollars, peut-être par mois. 400 millions de dollars. OK? Mais pour avoir leur propre satellite, il fallait combien? 500 millions de dollars. Les Africains se sont mis ensemble. Les dirigeants africains ont envoyé leurs envoyés spéciaux pour se mettre ensemble, discuter sur comment ils peuvent mettre de l'argent ensemble pour acheter ce satellite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient incapables de le faire. Voilà pourquoi on vous dit les Africains sont très bons quand il faut détruire, insulter, dégrader, insulter là, ils viennent en masse. Mais quand il faut contribuer, 1 euro. Ah, l'argent là va partir où? Ah, les autres ont déjà donné. C'est comme ça. C'est comme ça. Inutile comme pas possible. C'était tellement difficile que Kadhafi était obligé de dire, OK, ça coûte combien? 500 millions d'euros. Je veux donner 400 millions et vous cherchez 100 millions. C'est comme ça que les Africains ont eu leur premier satellite africain. Et ça ne se limite pas là. Il y a aussi African House, la maison des Africains, comment on appelle ça, en Éthiopie. Là où se réunissent les Africains, les dirigeants pour discuter. Ça a été sponsorisé par les Chinois. L'immeuble a été construit et sponsorisé par les Chinois. En fin de compte, ils ont placé des éléments d'écoute, des micros, des caméras, pour envoyer des données en Chine chaque samedi dans un serveur chinois. Donc, tout ce que vous dites là, dans les corridors, tout ce qui est votre machin et discussion interne entre président de la République africaine, il est transmis en Chine. C'était ça. Parce que c'est ça la mentalité. Les gens disent les dirigeants sont mauvais. Ils ne sont pas les dirigeants. Les dirigeants sont vos cousins, ils sont vos oncles, ils sont vos grands-pères, vos arrière-grands-pères, dans le cas du Cameroun. Ils sont vous partagez le même sang. Chaque peuple a le dirigeant qu'il mérite. Ce n'est pas les dirigeants le problème. The core of the nation is broken. Anyway. Mémoire de Kadhafi ne sera jamais oubliée, un homme très fort. Mais où sont les enfants de Kadhafi? Où sont-ils aujourd'hui? Saïf al-Islam Kadhafi. Il a été longtemps détenu par une milice des Itam, libéré en 2017, a tenté de se présenter à la présidentielle 2021, toujours recherché par la CPI, malheureusement a été abattu. Hannibal Kadhafi a été emprisonné au Liban. Il a été arrêté en 2015 à Beyrouth, détenu dans le cadre de l'affaire de disparition d'imam Moussa Sadr en 1978. Il est toujours en prison malgré les demandes de libération. Celui-ci, Al-Saïdi Kadhafi, il était extradé du Niger vers la Libye en 2014, acquitté en 2018, libéré en 2021 et a quitté la Libye pour vivre en Turquie pour toujours. Celui-là, Mutassim Kadhafi, est mort en 2011. Malheureusement, il était capturé et exécuté à Sirte le même jour que son père. Celui-là, Kassim Kadhafi, il est considéré mort. Il était commandant de la 32e brigade. Plusieurs rapports indiquent qu'il est mort en 2011. Aucune preuve visuelle officielle, mais toutes les sources le considèrent décédé. Celui-là, Mohamed Kadhafi Jr., est exilé au sultanat d'Oman. Il est le fils aîné de Kadhafi, a fui en Algérie en 2011, puis à Oman. Oman lui a accordé l'asile sous condition de discrétion politique. Et celle-là, Aïcha Kadhafi, est exilée en Oman. Elle a fui en Algérie en 2011 avec sa mère et ses 2 frères, et ensuite obtenu l'asile au sultanat d'Oman. Oman lui a imposé une règle stricte, aucune activité politique publique. Elle a parfois publié des messages pro-Kadhafi, mais Oman l'a rappelé à la discrétion, toujours sous protection, vivant avec ses enfants. Donc c'est ça les amis, c'est bien triste, l'histoire du grand Kadhafi.
Son fils, celui dont beaucoup portaient à cœur, espérant revoir la présence du père, est malheureusement décédé. Il aurait été exécuté par 4 personnes qui ont eu le temps d'éteindre la caméra de surveillance avant de le tuer à coups de feu. Bon, on se pose la question de savoir, étaient-ils vraiment libyens ces personnes ou bien ils ont été envoyés par des special forces? Pourquoi un Libyen va éteindre la caméra avant d'être exécuté? On se pose la question. Ils en foutent éperdument. Ils sont là pour te tuer, non? Mais une personne de couleur différente, qui serait identifiée comme une personne importée d'ailleurs, special force, vont éteindre la caméra. Ils le feraient très bien parce que c'est important, sinon le message, voilà, sinon ça lancerait un message très fort. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Qui pensez-vous avoir tué Kadhafi, le fils? C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.